Je suis très content d'être là devant vous et je suis accompagné par le grand rabbin Chaim Korsia avec lequel je fais des voyages annuels à Auschwitz qu'il organise et que je l'accompagne avec généralement 180 personnes dont la moitié sont de jeunes comme vous. Et il faut dire, ça ne fait pas si longtemps, mais ça commence déjà à compter, que j'arrive à parler aux jeunes, parce que je vous demande, vous qui avez toute votre vie devant vous, votre vie professionnelle et votre vie familiale devant vous, je vous demande que vous deveniez le témoin du témoin que je suis. Et c'est très important parce que nous, les survivants de cette époque, nous allons nous éteindre. Tous les jours, nous disparaissons les uns après les autres. Et donc, dans peu de temps, il n'y aura plus de témoins directs de cette période. Et c'est très important de vous parler et de savoir que vous avez eu la chance de m'entendre, de m'écouter et peut-être de me comprendre aussi et de devenir des témoins à votre tour après notre disparition. Et j'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai eu des échos tout à fait positifs de cette situation parce que ce sont vos parents à vous à qui vous avez parlé de notre entrevue qui m'ont écrit des lettres pour me remercier d'avoir chargé leur fils ou leur fille de devenir des témoins que nous sommes. Et donc, je vous charge de cette mission et que vous vous rappeliez dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, vous vous rappeliez que vous avez entendu et qu'il y a eu une période qu'on appelait la période de la Shoah, de la catastrophe, qui a existé et qui a eu de victimes très nombreuses, des millions de gens qui ont été assassinés sauvagement, et que vous le savez, et que vous le répétez, et que vous êtes prêts à vous opposer à toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, avec respect mutuel, continuel, parce qu'on peut vivre en paix à condition de nous respecter les uns et les autres. Après ce préambule, je dois vous donner un deuxième point de repère important. Je dois vous dire que le chancelier Hitler est arrivé au pouvoir en 1933 d'une façon tout à fait légale. Après des élections, il a été élu chancelier du Troisième Reich et il ne s'est pas emparé du pouvoir par la force. Et donc il a été élu. Il a été élu par un peuple, le peuple allemand, qui était à l'époque le peuple le plus cultivé, le plus avancé de toute l'Europe. Et ils ont voté pour lui suite à une propagande effrénée à base raciale. Il ne faut pas oublier les causes pourquoi Hitler a été élu. Il ne faut pas l'oublier. Et pour lui, il y avait une chose, si on voulait améliorer l'espèce humaine sur cette planète Terre, c'est qu'il y avait une race supérieure, la race aryenne, à savoir la race aryenne allemande, qui était supérieure, et toutes les autres races étaient inférieures, qu'il fallait à tout prix éliminer pour que l'humanité puisse s'améliorer. Comme maintenant on lutte pour l'écologie, à l'époque, lui, il était sur la race humaine. Et il a emporté comme ça les élections. Et ensuite, il a promis qu'il ne fera pas la guerre si on accède à ses demandes territoriales ou autres aux Européens. Et les Européens l'ont cru quand même pendant plusieurs années, entre 1933 et 1939, 6 ans,
ils l'ont supporté, ils ne pensaient pas qu'il allait accomplir ce qu'il promettait de faire. C'est en quoi ces Européens se sont gravement trompés, puisque M. Hitler a même signé un papier qui frappe à la guerre. Et Chamberlain, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque de la Grande-Bretagne, a expié ces papiers pour montrer qu'il n'y aura pas la guerre. Et détrompez-vous, il s'est préparé la guerre entre 1933 et 1939, et en 1939, il a fait deux choses importantes. La première, il a signé un pacte de non-agression avec son ennemi plus grand juré à Savir, bolchevique, russe, soviétique, notamment Staline. Il a signé un pacte de non-agression et il a déclenché la guerre en début septembre 1939. Et en s'emparant de la partie ouest de la Pologne, il a suggéré à Staline de s'emparer de la partie est de ce pays. Et c'est ainsi que ce pays a été occupé d'une part par les soviétiques et d'autre part par les nazis allemands. Voilà, c'est comme ça la guerre a déclenché. Maintenant, je vais vous brosser rapidement mon vécu pendant cette période. Il faut comprendre que moi-même, je suis donc élibuzin. Je viens de fêter mes 19 ans à l'envers il y a quelques jours. Ce mois-ci d'ailleurs, au mois de janvier 2020. Je viens de fêter mes 19 ans, donc je suis jeune. J'ai le droit de voter. Et donc, 19 ans, ça commence à compter, surtout à l'envers. Et j'espère encore tenir un petit peu, puisque j'ai pas mal de choses prévues et que je voudrais accomplir. J'espère que j'arriverai à le faire. Mais en tout cas, je suis né en Pologne, dans une grande ville industrielle qu'on appelle Łódź. Et cette ville industrielle, l'industrie textile était très développée, qu'on appelait d'ailleurs la deuxième Manchester à l'époque. Et j'y suis né dans une famille, j'étais le troisième et le dernier enfant. Et j'ai eu une enfance extrêmement heureuse et très choyée par mes parents et ma sœur, mon frère aîné qui avait 12 ans de plus que moi. Et ma sœur était mon aînée de 6 ans. Donc j'étais très choyé par toute la famille et j'ai eu une enfance très heureuse de 0 à 10 ans, à 11 ans si vous voulez. Et cette enfance heureuse était très importante pour ma survie et pour mon développement ultérieur. Et c'était très important de savoir que les enfants auxquels leurs parents consacrent du temps surtout, n'ont pas seulement acheté des grands cadeaux dans les grands magasins, que l'enfant ouvre les cadeaux 30 secondes, il les met de côté, c'est fini, mais c'est le temps que les parents sont capables de transmettre à leurs jeunes enfants qui est un investissement très important pour leur vie future. Voilà, donc j'ai eu cette chance, entre 0 et 10 ans, nous rentrions des vacances à la fin du mois 39, il faut dire aussi qu'une partie de ma famille vivait en France, que je connaissais bien, puisque ma mère avait 2 frères établis en France, et mon père avait un frère à Tours. À Tours, où mon oncle, justement, le frère de mon père, est décédé à Tours. Et je vais le voir, je vais aller au cimetière à Tours la semaine prochaine, lundi, pour lui rendre visite. Voilà, d'autant plus qu'il y a sur sa tombe, il y a marqué le nom de son père, c'est-à-dire de mon grand-père paternel, dont j'ai gardé le prénom. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est très important pour moi de connaître cette partie de la famille qui vivait en France. Un de mes oncles a passé ses vacances, une partie des vacances avec nous au mois d'août 1939. Il est rentré à Paris
et la guerre a déclenché. Et ce qui s'est passé, c'est que les nazis qui ont occupé notre ville, très rapidement ont décidé que les juifs qui vivaient dans cette ville devaient quitter leurs appartements d'une façon volontaire pour se transplanter dans un quartier qui était désigné où les nazis voulaient ériger un camp de travail pour que les juifs qui étaient destinés à être exterminés, on devait profiter de leur force de travail avant qu'ils soient exterminés. Et c'était voulu et décidé en haut lieu des dirigeants nazis allemands de l'époque. Et donc, comme les gens ne voulaient pas s'expatrier dans ce quartier où il n'y avait pas tout l'égout, il n'y avait pas d'eau partout, il n'y avait pas d'électricité partout, les gens ne sont pas allés, et de telle manière que les nazis ont décidé de déporter tous les juifs de leurs appartements de force pour les amener dans ce quartier déshérité. C'est ce qui passait chez nous au début de l'année 40, au mois de mars exactement, 40. Ils ont débarqué. Il se trouve que mon frère aîné, qui avait 22 ans à l'époque, et mon frère faisait partie d'un groupe de jeunes qui s'apprêtaient de partir en Palestine en 1938, avant la guerre encore, alors qu'il avait à peine 20 ans. Eh bien, il avait décidé de partir, et mon père s'est opposé à ce départ. Il est allé le chercher là-bas pour lui dire qu'il ne pouvait pas partir parce qu'il avait besoin de lui, et d'autre part, sa mère souffrait beaucoup du fait qu'il soit parti. Il est rentré à la maison, et 2 ans après, malheureusement, pendant ce transfert qu'on nous a chassés de chez nous pour nous transférer dans ce quartier déshérité, on a été regroupés dans une cour voisine à 180 personnes. On a choisi 3 jeunes qu'on a mis contre le mur devant nous, et le nazi qui dirigeait l'action a tenu un discours de quelques secondes en disant « Vous devez aller dans ce quartier, vous ne l'avez pas fait, si maintenant on va vous y amener de force, mais si vous vous opposez et si vous essayez de vous évader pour vous soustraire à cette déportation, voilà ce qui va vous arriver. » Il a donné l'ordre de fusiller ces 3 jeunes gens. Et parmi eux, il y avait mon frère aîné Avram qui avait 22 ans. Il a été assassiné comme ça, brutalement, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il a été assassiné devant son père, sa mère, sa sœur et moi. Et ensuite, après cet assassinat, on nous a regroupés et on nous a chassés à pied pour aller vers ce quartier qui était à plusieurs kilomètres. Eh bien, comme c'était la nuit, on nous a fait arrêter dans un hangar pour passer la nuit. Et puis là, le matin, je n'ai plus reconnu ma mère. Ma mère qui était jeune parce qu'elle a eu son premier fils très jeune, à l'âge de 20 ans, elle avait 42 ans. Elle a blanchi en une nuit, et je me demandais si c'était elle ou quelqu'un d'autre. Et mon père était extrêmement abattu, que je ne reconnaissais pas non plus, parce que je l'ai connu comme un homme extrêmement actif, énergique et tout, et je ne le reconnaissais pas non plus. Et ma sœur, qui était toute jeune, qui avait, à l'époque, elle avait 16 ans, eh bien, elle s'est commencé à faire des crises convulsives extrêmement violentes après cet assassinat de mon frère. Et j'étais le seul valide de tous les 4, parce que mon père s'est reproché la mort dès le jour. Le lendemain matin, il disait « Il est mort, j'ai tué mon fils aîné, il est mort à cause de moi ». Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est allé le chercher, parce que s'il l'avait laissé partir, il serait parti en 1938 en Palestine avec des membres de son groupe qui sont partis d'ailleurs. Et donc il s'est reproché,
jusqu'à sa propre mort à lui. Il a été très déprimé, il se reprochait la mort de son fils. Et donc, si vous voulez, ma mère déprimée, ma sœur malade, et j'étais le seul valide, j'avais 11 ans, et je m'étais dit, il fallait que je fasse quelque chose pour qu'on puisse survivre. Et c'est ainsi qu'on a quand même, j'étais le seul à pouvoir travailler. À partir de 11 ans, on pouvait travailler déjà. Et ceux qui travaillaient avaient une carte de travail et une carte alimentaire qui était un peu supérieure de la carte alimentaire des gens qui ne travaillaient pas. Et ces gens qui ne travaillaient pas, parce qu'ils étaient âgés ou malades, avaient tout de même droit à quelque chose, à une carte alimentaire inférieure, mais ils avaient droit à quelque chose, du moins pendant les 2 premières années, des 40 et 42. Et entre 40 et 42, la situation dans ce camp de travail s'est aggravée très rapidement du fait de l'absence d'hygiène, avec l'apparition de maladies infectieuses, contagieuses, avec une mortalité importante, et parallèlement, une mortalité importante liée à la sous-alimentation et par la sous-nutrition de gens qui avaient des rations alimentaires insuffisantes. Et donc la mortalité a augmenté. Et en 1942, au bout de 2 ans, alors que j'étais le seul à travailler dans la famille, au bout de 2 ans, les nazis ont décidé d'éliminer tous les improductifs de ce camp, c'est-à-dire tous les gens qui ne pouvaient pas travailler, qu'il fallait les éliminer. Et c'était, tous les enfants de moins de 10 ans. Et je vous signale que dans ce camp, entre 40 et 42, il y avait des jeunes gens, comme vous d'ailleurs, qui se mettaient en couple et qui ont eu des enfants qui sont nés dans le camp entre 40 et 42. Et on a demandé à ces jeunes parents qui étaient capables de travailler, bien entendu, puisqu'ils avaient 20 ans, 25 ans, 22 ans, on a demandé qu'ils se possèdent de leurs bébés et de leurs enfants pour rester travailler dans le camp. Et les parents ont refusé de donner les enfants. Et comme ils ont refusé, les nazis ont débarqué dans les différentes maisons pour prendre tous les enfants de moins de 10 ans et les mettre à mort tout de suite en les jetant dans des camions ou en les sortant des camions où ils ont été assassinés en dehors du camp. C'est ainsi qu'il y a eu 15 000 enfants qui ont été assassinés en 1942. Et je dois vous signer, cette année 1942, moi j'ai eu 13 ans. C'était important, 13 ans. Et à l'occasion de mes 13 ans, mon père est sorti un petit peu de sa dépression, et ma mère aussi, parce qu'ils estimaient qu'il fallait que je puisse célébrer ma bar mitzvah, ce qu'on appelle ma majorité religieuse. Et à l'occasion de cette soi-disant fête clandestine qui a été faite dans le camp, j'ai bénéficié d'un discours de ma mère extrêmement important qui m'a permis de survivre ultérieurement, parce qu'elle m'a tenu le discours suivant, que elle, ni mon père, ni ma sœur qui était malade n'allons pas survivre à cette guerre, et je t'ordonne de faire tout ce que tu peux pour que tu puisses survivre, pour essayer de retrouver notre famille en France, pour leur raconter ce qui est arrivé à toute la famille en Pologne, où on savait déjà qu'un grand nombre de notre famille, les grands-parents surtout, des oncles, des tantes, étaient assassinés dans le ghetto de Varsovie ou ailleurs. Et donc, elle m'a chargé d'essayer de retrouver pour leur raconter ce qui est arrivé à toute notre famille. Et je peux vous dire, cet ordre m'a porté d'une façon extrêmement forte et importante. Et quand on me demandait qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir résister à tout ce qui s'est passé ailleurs, je disais, ma résistance, c'est le discours de ma mère.
parfois un discours pas avoir une valeur beaucoup plus grande, même qu'un fusil, même quelque chose de physique pour la résistance, pour résister à des situations extrêmement gravissimes. Donc ce discours m'a permis, et d'ailleurs il continue encore aujourd'hui, alors que j'ai 19 ans, et il continue à agir sur mon action, sur mon comportement, pour vous dire. Voilà. Je abrège un petit peu parce que ça fait... Je ne m'attendais pas à avoir parlé comme ça. Et donc, je vous dis, 1942, on décide d'éliminer tous les improductifs et nous descendons de notre immeuble dans la cour pour subir la sélection. Comme je savais, j'y suis devenu, il faut dire, entre 40 et 42, j'y suis devenu un peu le chef de la famille. J'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans. Je suis devenu un peu le chef de la famille parce que mes parents étaient très déprimés par la mort de mon frère et ma sœur était malade. J'ai dit à ma sœur, tu ne descends pas avec nous, parce que je savais que si elle faisait une crise convulsive en bas dans la cour, elle était assassinée sur place. Et donc j'ai dit, tu restes, tu te caches sous le lit. On avait 2 petites pièces dans lesquelles on vivait à 4. Tu te caches sous le lit. J'espérais qu'on ne la trouvera pas. Et je suis descendu avec mes parents qui avaient l'air âgés, et qui ne pouvaient pas travailler évidemment, ont été sortis. Moi, on m'a demandé mon âge. J'ai dit j'avais 13 ans. Ils m'ont dit, toi tu restes ici pour travailler. Et il faut dire, quand j'ai vu cette situation, que mes parents étaient sortis et avec lesquels j'avais vécu 2 ans extrêmement lourde, difficile et où l'attachement familial était très important, j'ai dit je ne peux pas les laisser partir tout seuls, je vais sortir volontairement de l'immeuble pour aller avec eux. Et en allant dehors, je me suis dit, mais si tu t'en vas, ta sœur, elle va mourir à coup sûr, elle ne pourra pas survivre toute seule. Et donc j'étais pris comme ça entre les parents et ma sœur là-haut. Et je regardais les nazis qui gardaient le camion avec sa mitraillette, son chien et tout ça. Et comme ils regardaient un peu dans le vague, dans la campagne autour, je me suis dit, j'ai profité. Il y avait un petit escabeau, comme mes parents étaient en arrière du camion, j'ai pu les faire descendre en quelques secondes pour les faire entrer dans l'immeuble. Et c'est ainsi que le camion est parti avec les gens. Et moi, je suis resté avec mes parents. Et ma sœur n'a pas été retrouvée dans l'appartement. Elle a survécu à cette sélection aussi. Et donc, on est restés tous les 4 vivants en 1942. Mais seulement, moi, j'étais le seul légal accepté. Puis j'avais une carte de travail, une carte alimentaire. Et mes parents n'existaient, ma sœur n'existait plus, puisqu'il ne travaillait pas, et donc il n'existait plus du tout, et il fallait survivre comme ça. Et je peux vous dire, s'il n'y avait pas eu des amis de mon frère assassiné en 1940, qui connaissaient la situation, savaient que mon frère a été donc assassiné en 1940, et que les parents étaient dans la situation, et grâce à leur aide, avec moi, on a pu continuer à vivre encore 2 années de 40 à 44, 42 à 44. 2 années où j'ai pu faire en sorte qu'on puisse survivre encore avec beaucoup de difficultés, mais on a survécu. Et en 1944, les nazis ont décidé, comme le front soviétique se rapprochait de notre ville, puisque le pacte de non-agression signé par Hitler a été rompu par Hitler quand il a gagné toute l'Europe. Il s'est dit pourquoi pas la Russie soviétique qu'il détestait, surtout le régime bolchevique. Et donc il a rompu le pacte, il a attaqué la Russie, et vous connaissez l'histoire, il a été arrêté, et tout ce qui s'est passé
contre les Russes. Donc les Russes ont eu le dessus et ils ont avancé, ils ont occupé toute la Pologne. Et les Allemands qui ne voulaient pas laisser de traces de leurs crimes, ils savaient qu'ils étaient criminels. Depuis 1943, les Allemands, au lieu, savaient qu'ils allaient perdre la guerre. Lorsque les deux fronts, d'une part à l'est par les soviétiques et d'autre part à l'ouest par les Américains et les Alliés, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner la guerre en 1943. 43. Il ne faut pas oublier la date. Et ils savaient non seulement qu'ils allaient perdre la guerre, mais qu'ils allaient devoir rendre compte de leur criminalité. Ils savaient qu'ils étaient criminels. Eh bien, ils ont décidé l'effacement des traces de leurs crimes parce qu'ils disaient un criminel, si on ne peut pas prouver l'objet de leur crime, on ne peut pas les condamner. Et par conséquent, ils ont décidé d'effacer les traces de leurs crimes. Et c'est comme ça, ils ont liquidé chaque fois un camp quand les Alliés se rapprochaient. Ils liquidaient, ils le repliaient vers l'intérieur de l'Allemagne. C'était comme ça. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? En 1944, ils ont décidé de liquider notre camp à Lodz et nous déporter soi-disant en Allemagne où les conditions de vie seraient meilleures. Et en fait, on nous a déportés dans des wagons à bestiaux. Et en 1944, on était, par une chaleur épouvantable, pour nous, en fait, de nous amener à Birkenau-Auschwitz, dont on ne connaissait pas l'existence. Nous étions tellement isolés du monde entier, il n'y avait pas le tout à l'égout, comme dans le ghetto de Varsovie, vous savez, le tout à l'égout permettait la communication avec l'extérieur, et le jeune là-bas savait tout ce qui se passait. Il connaissait Treblinka, Birkenau, Auschwitz, tous les camps d'extermination, il savait tout. Et c'est pour ça qu'ils sont organisés aussi en année 1943, où ils ont fait la révolte et le soulèvement de jeunes du ghetto de Varsovie. En 1943, ils ont tenu tête aux hordes nazies pendant plusieurs semaines. Malheureusement, ils ont été pratiquement tous assassinés après, puisqu'on a liquidé complètement, on a rasé, on a napalm, on lance-flamme, on a liquidé tous les immeubles du ghetto de Varsovie. Donc, ça c'est en passant. Et je reviens un peu pour nous. Nous sommes arrivés à Birkenau-Auschwitz. On était 44. Et là, sans savoir où on était, j'ai eu, dès que je descendais du wagon, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit « Duc, tu as 17 ans. Duc, tu as 18 ans. » Je ne comprenais pas à quoi cela correspondait, mais en fait, je l'ai enregistré. Et ensuite, on nous a installés pour passer la sélection devant l'officier nazi, qui était médecin d'ailleurs. Et lui, avec son pouce, il regardait les gens, et la vue de leur tête, il les mettait avec son pouce à gauche ou à droite. Et mes parents, tout de suite, mon père et ma mère, qui étaient vivants encore en 1944, étaient mis à gauche, sont partis à gauche. Moi, il m'a demandé mon âge. Wie alt bist du? Je me suis souvenu, j'avais 15 ans. Et je me suis souvenu les conseils que les déportés m'ont donnés. J'ai dit, j'ai 17 ans. Et comme il ne m'a pas cru du tout, ce que j'ai dit, parce que j'étais relativement petit, je n'ai pas beaucoup grandi pendant ces années, il m'a donné un coup de poing violent dans la poitrine pour éprouver ma résistance. Il se trouve que je ne suis pas tombé. D'ailleurs, si j'étais tombé, je ne serais pas devant vous en train de vous parler aujourd'hui, bien entendu. Et comme je ne suis pas tombé, il a jugé que j'étais bon pour le travail. Il m'a mis du côté droit. Et ma sœur, qui avait 6 ans de plus que moi j'avais 15 ans, elle avait 21 ans. Sa maladie ne se voyait pas sur elle. On la voyait que si elle faisait sa crise de convulsions violentes. Sinon, elle avait l'air tout à fait normale.
ils l'ont vu, il est parti aussi du même côté que moi, du côté droit. Et du côté droit, là, on s'est occupé de nous, on nous a déshabillés, rasés, désinfectés, tatoués, et tout cela. Et puis j'ai demandé aux gens qui s'occupaient de nous, j'ai demandé, et ceux qui sont allés à gauche, où ils sont allés? Puisque je m'inquiétais pour mes parents, pour mon père et ma mère. Et on m'a expliqué en 30 secondes, comme je vous explique maintenant, comment on assassinait les gens dans les chambres à gaz, ce qui étaient les chambres à gaz, et comment, après les avoir assassinés, comment on les traînait dans les fours crématoires pour les incinérer. Et quand j'ai entendu ça, j'étais tellement pris, alors que j'étais avec mes parents pendant 4 années extrêmement douloureuses et difficiles, je me suis dit, c'est pas possible. Il dit, est-ce que je peux sortir ici pour aller de l'autre côté, pour aller mourir avec eux? Ils m'ont dit, non, tu peux pas sortir d'ici. Et ils m'ont dit aussi, même si tu pouvais sortir, si ça se trouve, ils sont déjà plus de ce monde, qui sont dans la fumée, que tu vas sortir des cheminées, des fours crématoires, là où tu es. Et donc, c'est pas la peine que tu sortes. Et là, en même temps, je m'étais souvenu du discours de ma mère de 1943, et j'ai changé d'avis, j'ai dit non, je ne veux pas sortir d'ici, je vais faire tout ce qu'on me demande pour essayer de continuer à survivre sur l'ordre de ma mère. Grâce à cela, et donc après tout ça, désinfecté, tatoué et habillé normalement comme tous les forçats là-bas, avec des habits rayés, avec un triangle rouge, avec un numéro, le même qui était tatoué sur mon bras. On nous a amenés à Auschwitz I, qui était un camp de travail où vous aviez le droit de mourir au travail, et vous n'étiez pas envoyé systématiquement dans la chambre à gaz. Donc on avait le droit de travailler même s'il fallait mourir au travail. Et cela, très rapidement, j'ai raccourci beaucoup de choses parce que sinon on peut parler des heures. Et puis là, je faisais partie d'un commando qui sortait tous les matins à pied. On faisait 5-6 kilomètres à pied pour travailler dans des exploitations de la pierre pour charger des grands blocs de pierre sur des petits wagonnets pour construire des routes. Eh bien, après ce travail forcé et puis très dur, on rentrait le soir, à nouveau dans le camp à pied, les 5 kilomètres, à condition de ramener le cadavre de nos camarades qui étaient morts au travail. Parce que si on ne les ramenait pas avec nous, ils n'étaient pas là à l'appel, ils manquaient à l'appel, ils étaient étiquetés comme évadés. Donc notre obsession était surtout de ramener le cadavre mort de nos camarades morts pendant la journée. Et on les ramenait pour qu'ils soient à l'appel. Sinon l'appel pouvait durer 2 heures. Eh bien, je peux vous dire, ce régime ne m'a pas tellement aidé, parce qu'au bout d'un certain temps, pas longtemps d'ailleurs, justement pendant ces jours, on m'a volé mes chaussures. Et je suis resté sans chaussures quelques jours avec des morceaux de chiffon, un morceau de carton autour du pied, jusqu'à ce qu'on me trouve une autre paire de chaussures. Et c'était assez douloureux et grave d'aller sortir travailler comme ça. Et je suis tombé malade. Et quand je suis tombé malade, je ne savais pas comment ça se passait à l'hôpital là-bas, mais il fallait qu'on m'envoie de force à l'hôpital parce que j'avais une maladie infectieuse et contagieuse. Et donc on m'envoie à l'hôpital. Je ne savais pas qu'à l'hôpital, on m'envoyait, les médecins nazis n'y exerçaient pas parce qu'ils avaient peur de la contagion et que les médecins qui exerçaient dans cet hôpital étaient que des médecins déportés. Et donc j'arrive dans cet hôpital
Et je me suis dit, c'est la fin. J'avais une pensée pour ma mère en disant, j'ai essayé de survivre jusqu'à là, mais maintenant, c'est fini. J'étais sûr qu'on allait m'achever dans cet hôpital. Et au contraire, là, j'ai vu s'approcher de moi un médecin allemand, qui était visiblement allemand, qui parlait allemand, il s'est penché sur moi, il m'a dit, reste calme, t'agite pas, je vais m'occuper de toi. Il ne m'a pas donné tant de détails, je regardais s'il avait sur sa blouse blanche, s'il avait une tête de mort avec SS, parce que nous savions que les médecins nazis avaient ça sur leur blouse, et je trouvais sur la blouse de ce médecin, en fait, il avait un numéro avec un triangle violet, alors que moi j'avais un numéro avec un triangle rouge. Je ne savais pas ce que c'était, mais ce médecin me dit, je vais m'occuper de toi, il faut que tu m'écoutes ce que je te dis. Bon, je ne pouvais pas faire autrement. Et il venait toutes les demi-heures m'apporter dans une espèce de bol, m'apporter quelque chose, des médicaments, il y avait des choses dans ce bol qui me faisait boire à la cuillère lui-même. Et je trouvais cette occupation de ce médecin absolument incroyable, extraordinaire. Et grâce à son traitement, j'allais un peu mieux, ma diarrhée s'est arrêtée, ma fièvre est tombée, j'ai arrêté de vomir, et donc je me portais mieux. Et grâce à ces soins, à lui, j'ai pu regagner mon bloc, et j'ai raconté, alors que dans le bloc, les gens savaient que j'étais parti à l'hôpital, pour eux, j'étais mort. Et quand je suis revenu vivant, ils n'en sortaient pas, ils ne comprenaient pas comment se fait-il que j'étais vivant. Alors j'ai raconté ce qui s'est passé et j'ai demandé le triangle violet, c'est quoi ça le triangle violet? Et c'est là qu'on m'a expliqué que le triangle violet était en fait des Allemands, des anti-nazis allemands qui étaient des Bibelforscher, c'est-à-dire des témoins de Jéhovah de l'époque, et qui s'opposaient, ils étaient objecteurs de conscience, ils ne voulaient pas faire le service militaire, et ils étaient déportés dans les camps de concentration à cause de leur foi, à cause de leur état de témoins de Jéhovah. Et donc ils étaient là, comme parmi eux il y avait beaucoup de médecins, il y avait des infirmiers, des assistants sociaux, et ils avaient entre eux une éthique en disant qu'il faut tout faire pour aider les autres déportés dans la mesure des possibles, de les aider à survivre. Et c'est grâce à ces médecins que j'ai pu survivre comme ça. Et ensuite, j'ai encore bénéficié d'une chance une nuit, au lieu de faire partie du commando qui sortait tous les matins, rentrait le soir, j'ai été désigné dans un commando qui était situé à 16 km du camp, où on ne pouvait pas aller tous les matins à pied 16 km et revenir, bien entendu. Et donc, il y avait constitution d'un camp sur place. C'est là qu'on dormait et l'appel se faisait sur place. Et donc, la vie était un peu plus supportable que la vie dans le camp principal d'Auschwitz. Et donc, c'était une grande exploitation agricole où on travaillait d'une façon physique très dure et on avait droit même à une ration alimentaire légèrement supérieure qui existait dans le camp principal. Et heureusement, là, vraiment, on avait même aussi quelques nouvelles comme quoi les fronts soviétiques se rapprochaient encore de plus en plus vers l'Est. D'accord ? Et donc, on avait quelques espoirs, peut-être ça va se terminer. Et un jour, en rentrant de vacances, en janvier 1945, par un froid effroyable, on nous dit que le camp doit finir. Hein ? J'ai dit en rentrant en rentrant du travail, en rentrant du travail, on nous dit le camp est liquidé, prenez vos affaires et on part. On ne savait pas ni quand, comment. On a pris nos affaires, on n'avait pas grand-chose, on avait une gamelle, une espèce de couverture, de choses comme ça. On nous a
alignés par 5 dans la neige, il fallait partir à pied. On commençait à marcher à pied. On était convoyés par des SS qui étaient à cheval et qui nous surveillaient comme ça. Et puis en marchant, dès qu'une personne ne marchait pas suffisamment vite et suffisamment bien, elle avait une balle dans la nuque par un des soldats qui nous convoyait. Et il fallait surtout prendre son cadavre et le jeter sur le bas-côté de la route. C'est ce qu'on a appelé après la marche de la mort. Et de jeter sur le bas-côté de la route, sinon les gens qui marchaient derrière nous, il y avait des colonnes, des dizaines de milliers de gens qui marchaient comme ça, tombaient sur les cadavres et étaient assassinés à leur tour. Et donc notre obsession, c'est de prendre votre camarade et le jeter sur le bas-côté de la route. Et c'était très impressionnant de voir la route où les cadavres s'étaient détachés de la neige blanche. Et vous vous disiez, si tu fais un faux pas, tu es de l'autre côté tout de suite. Et donc, on a marché comme ça pendant plusieurs jours et on dormait dans des espèces de fermes ou n'importe où on passait la nuit pendant quelques heures et on repartait le matin pour arriver au bout de 3 jours à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Et là, on nous a embarqués dans des trains ou des wagons à marchandises ouverts, remplis de neige. On nous a entassés à 140, 150 dans un wagon et le train était parti. On ne savait pas combien de temps et où on allait. Et le train, comme ça, dans la mortalité dans le train était déjà importante. Et chaque wagon, il y avait un SS qui était installé dans un espèce de siège spécial où il voyait tous les gens à l'intérieur du wagon. Il avait une mitraillette et dès que quelque chose lui paraissait anormal, surtout une tentative d'évasion parce que le wagon était ouvert, il suffisait de vous relever un peu pour vous basculer à l'extérieur. Eh bien, vous aviez une rafale de mitraillette par cet SS qui vous surveillait et vous étiez mort. Et c'est comme ça nous sommes arrivés au bout de 3 nuits et 3 jours, on est arrivé en pleine Allemagne. On ne savait même pas où on était. En fait, on est arrivé dans un camp de concentration. Il s'appelait Buchenwald. Et moi, j'étais sûr que c'était un camp d'extermination parce que nous étions tellement épuisés qu'il n'était pas question qu'on aille travailler quelque part. Donc j'ai dit, on nous amène ici pour nous achever. Et donc, dans les wagons, la mortalité était de 40 à 50%. C'est-à-dire la moitié des gens étaient morts dans le wagon, pendant le voyage. Et donc, en descendant, moi j'étais vivant, donc on m'a fait descendre. Et là, les gens qui nous recevaient, les déportés, ils voyaient que nous étions vraiment extrêmement épuisés et tout. Ils nous ont dit, il faut que vous sachiez, ce n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de travail qui existe depuis 1937. 37. Nous étions en 45, c'est-à-dire 8 ans après. En 1937, il a été érigé contre des nazis, contre des Allemands qui étaient des anti-nazis. Il y avait beaucoup de communistes parmi eux d'ailleurs, qui étaient internés dans ce camp depuis 1937. Et nous sommes arrivés, 8 ans après, ils étaient là. Ils travaillaient dehors, dans des commandos, dans le souterrain, autour du camp. Ils travaillaient très dur, mais enfin, comme ils étaient allemands, ils avaient des relations avec la population à l'extérieur et ils ont pu organiser le camp à l'intérieur de Buchenwald grâce à ces déportés politiques allemands eux-mêmes. Et puis ils ont fait rentrer des armes, ils sont organisés même militairement et c'était très important, ces déportés politiques grâce auxquels nous, les jeunes qui sont arrivés de tous les camps de l'Europe de l'Est, on est arrivé là-bas. C'est grâce à eux qu'on a pu survivre les quelques mois entre le mois de janvier et le mois d'avril, où le camp a été libéré par l'armée américaine le 11 avril 1945.
Et on a survécu grâce aux déportés qui sont débrouillés pour qu'on n'aille pas travailler à l'extérieur, qu'on travaille qu'à l'intérieur du camp. Parce que si on était à l'extérieur, on était tous morts. Et voilà. Donc j'ai fini mon récit. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre. Mais je pense que j'étais trop long, non? Ça va? Non. Juste si vous permettez, quand il est arrivé, le 11 avril 1945, il est libéré, parce que comment il est arrivé en France, il y avait à peu près 900 jeunes, 980 jeunes entre 8 ans et 17 ans, 18 ans, dont des gens comme Elie Wiesel, par exemple, le futur prix Nobel de la paix, était avec lui, dont celui qui avait 8 ans, qui deviendra plus tard le grand main d'Israël, Meir Lo. Et donc la France a dit, personne ne savait quoi faire de ces jeunes. La France a dit, on en prend la moitié. On a pris 426 jeunes. La France les a pris, accueillis. 423, il y en a 3 qui sont échappés. Je sais pas comment, d'où tu es. Je crois que c'était 426, mais bon, 423 probablement. Tu as 19 ans, donc tu as une meilleure mémoire que moi. 423 selon les données corrigées des variations saisonnières. En tout cas, ils étaient 420 et quelques. Et donc, on les a accueillis, notamment à Écuy, puis une association qui s'appelle l'OSE, l'œuvre de secours à l'enfance, les a dispatchés dans leur famille. Et ce qu'il a fait est assez extraordinaire. N'oublie pas qu'il ne parlait pas français. Il a donc appris le français. Il avait 17 ans. Il a été pion en Algérie. Il a passé le bac à 25 ans. Il a ensuite fait des études de médecine. Et il est devenu un grand orthopédiste pour s'occuper des autres, avec toujours ce souvenir de ce médecin. Et il a dit, moi aussi, je veux, comme ce médecin, sauver des gens. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a été médecin. Puis à la fin de sa carrière, il est allé en Afrique s'occuper de gens dont personne ne s'occupe. Et puis je l'ai forcé, obligé même, à venir avec moi dans le voyage que j'organise avec l'aumônerie des armées à Auschwitz, ce qui était déjà une grande souffrance pour lui. Mais il vient avec moi depuis une quinzaine d'années, tous les ans. Et il témoigne dans beaucoup d'établissements et c'est formidable. Voilà, maintenant vous avez la parole pour lui poser les questions que vous voulez. Non, je vais juste préciser quelque chose, je ne sais pas s'il l'a dit ou pas. C'est que dès la libération du camp, le 11 avril 1945, il y a eu plusieurs phénomènes importants dans ce camp de Buchenwald, à savoir, premièrement, tous les triangles verts qui étaient de repris de justice, qui étaient condamnés par la justice allemande ou pour d'autres, parce que c'était des délinquants de droit commun, et puis ils étaient condamnés à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 parfois à la perpétuité. Eh bien, ils sont tous volatilisés entre la nuit du 11 au 12 avril. Parce que comme ils étaient condamnés, ils se sont dit, si ça se trouve, ils devront continuer à purger leur peine. Donc, ils ont disparu. Et les autres triangles rouges qui étaient là, des différentes nations, françaises ou d'autres, ont été rapatriés très rapidement dans les 10-15 jours qui ont suivi. Et certains ont été rapatriés même par des convois spéciaux, par des avions, par des trains ou par des voitures pour rentrer chez eux. Et ces déportés politiques retrouvaient très souvent leur famille ou leurs biens qui étaient là, et leurs femmes parfois avec quelqu'un d'autre, ça ne fait rien, mais ils la retrouvaient quand même. Il se trouve donc, ces déportés politiques sont rentrés, et ceux qui ne sont pas morts au travail à Buchenwald, eh bien, ils ont essayé de se réinsérer dans la vie le plus vite possible. Et parmi les 900 jeunes adolescents, dont les 3 enfants qu'a parlé le Chaim Corsia ici, les 3 enfants qui avaient 8 et 10 ans, enfin moins de 10 ans, tout le reste étaient des adolescents qui avaient 16, 17, 18, 19 ans. Voilà.
Eh bien, nous, d'une façon collective, nous étions tous originaires des pays de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire Pologne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, etc. Nous avons refusé, on voulait nous rapatrier dans nos pays d'origine. Et nous avons refusé de quitter le camp parce que nous savions, premièrement, que tous nos proches, nous étions tous orphelins, et que tous nos parents et nos grands-parents, nos familles ont été assassinés, et on savait où et quand et comment. Et donc, deuxièmement, que tous les biens que nous avions, enfin, que nos parents avaient, etc., ont été tous les biens spoliés. Et par conséquent, il n'y avait aucune raison qu'on rentre dans nos pays respectifs et on a refusé de quitter le camp. Ce qui a posé une question extrêmement difficile aux dirigeants américains. Ils nous ont logés dans les casernes des SS qui gardaient avant les gardiens du camp, où les conditions de vie étaient bien meilleures, où nous avions à manger, à boire, on avait des lits individuels à 2 étages, qui étaient des lits des SS qui gardaient le camp avant qu'ils soient partis, avant le 11 avril. Eh bien, donc les conditions quotidiennes étaient favorables, mais on ne savait pas quoi faire de nous. Et finalement, il s'est trouvé quand même que la nièce de De Gaulle, Geneviève Antonios de Gaulle, dont vous avez entendu parler, qui a été inhumée au Panthéon il n'y a pas longtemps, eh bien, Geneviève savait qu'il y avait 900 adolescents dans le camp de Buchenwald qui ne voulaient pas quitter le camp. Et ils étaient là-bas, et on a parlé à De Gaulle, et De Gaulle a décidé, après la signature de l'armistice entre les nazis et les alliés, le 15 mai 1945, n'oubliez pas, 15 mai, nous avons été libérés le 11 avril. Hein? Eh bien, à la suite de cela, à la suite de la signature, De Gaulle a décidé, paraît-il lui-même, il voulait que la France adopte 426 ou 423 jeunes, la moitié de ce qui était là, et que les autres devaient être dispatchés dans les autres pays européens. Et lui, De Gaulle, paraît-il, voulait faire de nous pupilles de la nation. Et il y a eu des oppositions pour cela. Et finalement, la France a accepté de nous donner des visas d'entrée en France à condition qu'on soit pris en charge par une institution juive qui devait s'occuper de notre réception et de s'occuper de notre séjour en France. C'est ce qui a été confié à l'OSE, à l'œuvre de secours des enfants, dont je suis actif même jusqu'aujourd'hui. Eh bien, l'OSE nous a accueillis le 423 et nous devions d'abord passer une 40 jours enfermés à Écuy, dans le Calvados, en Normandie. On était enfermés 40 jours pour être sûr qu'on n'avait pas de maladies contagieuses ou infectieuses ou d'autres. Et donc on était enfermés là-bas 40 jours, ce qui ne nous plaisait pas du tout. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Il se trouve, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de retrouver une partie de ma famille française qui ont survécu, surtout mes 3 oncles, mais leurs femmes et les enfants, mes cousines germaines et tout, ont été toutes déportées de France et assassinées à Birkenau-Auschwitz en 1942. Voilà. Alors, j'arrête là. Hein? Voilà, maintenant si vous avez des questions, je vais poser juste la première question. Tu as dit 2 fois que tu avais un triangle rouge. Pourquoi tu avais un triangle rouge alors que je pensais que tous les déportés juifs avaient une étoile jaune? Mais il faut dire que les déportés juifs étaient assimilés aux déportés politiques. Et ils avaient un triangle rouge et avec une initiale qui signifiait l'origine de leur nationalité
F pour français, P pour polonais, etc. Donc nous étions des déportés politiques. Malgré notre âge et tout ça, peu importe, on avait des triangles rouges. C'est important. Voilà. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Bonsoir. J'aurais voulu savoir comment est-ce que vous avez vécu le jour de la libération de votre camp? Comment j'ai vécu le jour de la libération? Bon, ben écoutez, il se trouve, c'est un peu compliqué, mais il se trouve que notre bloc, nous étions dans un bloc numéro 8 qui était à l'intérieur du camp, où on avait une vision assez précise sur l'appel plate, sur l'entrée du camp. On voyait un peu ce qui se passait. Et le jour avant que les Américains arrivent au début de l'après-midi, il faut dire que le camp a été libéré par les déportés à l'intérieur du camp. Comment ils ont libéré? C'est comme ils étaient très organisés, l'organisation intérieure du camp, je vous ai très, très organisé. On a vu que le 11 avril, le matin, dans la matinée, à un moment donné, on a vu que sur l'entrée du camp, où il y avait un drapeau avec la croix gammée nazie, ce drapeau a été baissé, il y avait un drapeau blanc qui a été érigé à la place. Et tout de suite après que le drapeau blanc est apparu, il y avait quelqu'un à l'haut-parleur à l'entrée du camp qui communiquait avec toutes les baraques du camp, où disait « Restez calme, je suis monsieur un tel, déporté », en disant, il a donné son nom, son numéro d'ailleurs, immatriculation. Je dois vous dire, vous devez rester calme et écouter ce qu'on vous dit, parce que nous avons libéré le camp et qu'il me semble bien que l'armée américaine va arriver sous peu. Ils étaient au courant de tout. Et c'est ainsi que le camp a été libéré par les déportés eux-mêmes. Voilà. Et donc, les Américains sont arrivés dans l'après-midi et c'est ainsi que le camp a été libéré. Et nous, dans le camp 8, dans le bloc 8, on voyait un peu ce qui se passait sur l'appel plate. Voilà. Elie m'a raconté un truc qui m'a beaucoup touché, c'est que quand les Américains arrivent, ils découvrent le camp. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images des Américains découvrant Dachau, Bergen-Belsen et Buchenwald. Ils décident d'amener la population allemande pour leur montrer. Et c'est la population allemande civile qui prend les morts, etc. Et il m'a raconté un truc un jour, il m'a expliqué qu'il y a un soldat américain, donc évidemment ils rattrapent comme ils peuvent vaguement quelques nazis, enfin qui les gardent dès qu'ils s'étaient sauvés, ils en rattrapent. Et un Américain lui a donné une mitraillette. Toi ou un copain leur a donné des mitraillettes en disant « Voulez-vous venger ?» Non mais c'est pas, vas-y. Non, cette libération a été vraiment quelque chose d'inimaginable. Vous ne pouvez pas comprendre. Et ce qui s'est passé très vite, c'est que les gens, la première chose à laquelle ils pensaient, c'est manger à sa faim. Et moi, j'étais très étonné, personnellement, que je savais que la faim était quelque chose d'important. Et je m'étais dit qu'on a faim pendant des mois et des années, et une fois qu'on a l'alimentation à disposition, vous êtes rassasié très vite. Au bout d'un quart d'heure, vous mangez,
c'est fini, on n'avait plus faim. Alors que vous aviez faim pendant 2 mois et des années. Et les gens, d'ailleurs, ils mangeaient tellement, ils avaient tellement, leur système digestif était incapable de digérer autant de protéines, de graisses. Il y avait des gens qui mouraient par suralimentation tout de suite après la libération. Et les Américains ont compris cela, et quand ils nous donnaient le ravitaillement, ils disaient surtout ne mangez pas trop, ni trop vite, c'est dangereux. Et les gens commençaient à comprendre que ce n'était pas banal de manger n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, l'occupation la plus importante était, c'est qu'il y avait une organisation très rapide où on recensait dans tous les camps qui ont été libérés par les soviétiques ou par les alliés, on recensait tous les survivants sur des listes par ordre alphabétique, et on faisait circuler ces listes d'un camp à l'autre, et on passait nos journées à chercher des noms pour essayer de retrouver peut-être quelqu'un de notre famille ou des amis qu'on connaissait qui ont survécu là ou ailleurs. C'était notre occupation principale, à part de manger, c'est de consulter les listes. Voilà. C'était notre occupation. Et puis ensuite, on ne voulait pas quitter sans savoir. Et finalement, nous sommes partis quand même, puisque les autres pays européens ont accepté des petits groupes. Et puis la France a accepté le groupe le plus important. Voilà. Bonsoir. Comment et où avez-vous trouvé la force pour vous reconstruire après tout ça? Comment j'avais la force? De te reconstruire après la guerre. Après la guerre, si vous voulez, il y avait 2 phénomènes importants. C'est que premièrement, nous qui étions originaires de l'Europe de l'Est, on croyait, jusqu'à notre arrivée en France, on croyait que c'était l'Europe de l'Est surtout qui était contaminée par les virus nazis allemands. Et on pensait que l'Europe de l'Ouest était préservée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était très contents d'être dispatchés dans les différents pays de l'Europe de l'Ouest, notamment la France. Mais ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'une fois arrivé en France, on a appris ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest et on a compris que l'Europe de l'Ouest, comme de l'Est, a été contaminée par les virus nazis allemands, et puisque nos familles juives de France ont été déportées aussi, assassinées au même endroit à Birkenau, Auschwitz. Et donc, si vous voulez, on s'est rendu compte que toute l'Europe, à l'époque, était unie dans l'extermination et dans le acheminement des Juifs vers les camps d'extermination. Et donc, on a pris une décision, nous, de ne plus vivre en Europe. Et c'est ainsi, nous étions à Écuy, en quarantaine, entre le mois de juin où on est arrivé, fin juillet, il y a eu 180 sur les 423 qui étaient là, sont partis légalement en Palestine, dont Israël là. Israël là, qui est devenu grand rabbin là-bas après, qui est toujours là-bas, mais si vous voulez, c'était une décision de nous, les 423, mais en France ou ailleurs, de ne pas vivre en Europe. Parce que pour nous, l'Europe était, le sol européen était imprégné de cendres et du sang de toutes nos familles assassinées, et on ne voulait plus vivre. Et donc la majorité est partie. Je vous dis, 180 sont partis en Palestine dès 1945, au mois de juillet, fin juillet. D'autres sont partis par petits groupes en Australie, au Canada,
aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et dans tous les pays, surtout quand ils sont extra-européens. Et moi-même, qui avais les meilleures conditions du monde pour rester en France et pour y vivre, et pour étudier ou faire n'importe quoi, j'avais les meilleures solutions puisque je retrouvais 3 oncles à moi, et un à Tours, 2 à Paris, et qui voulaient s'occuper de moi, mais je refusais de rester en France. Et j'y suis parti en 1947, tout en restant quand même, je suis resté presque 2 ans, 1 an et demi, mais je suis parti pour quitter l'Europe. Et j'y suis parti aussi pour une autre raison, parce que je voulais suivre les traces de mon frère assassiné. Je voulais à tout prix faire ce que lui, il a voulu faire en 1938. Et je suis parti en Palestine encore en 1947, où je suis arrivé du temps des Anglais avec un faux passeport, enfin, toute une histoire, peu importe, et où je suis resté travailler dans un kibbutz pendant 8 ans. J'ai travaillé comme agriculteur et comme maçon en hiver, et j'étais très heureux de faire ce travail justement dans ce pays pendant 8 ans. Mais ensuite, je voulais faire des études, comme je ne pouvais pas le faire là-bas. Il faut savoir qu'en Israël, même aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'un système de bourse quand même qui existe, alors qu'il n'existait pas en 1948 ou 1949. Système de bourse, il n'y avait pas. Si vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas étudier là-bas. Et comme je savais qu'en France, les études étaient plus accessibles et plus faciles, et comme je parlais le français, puisque je l'ai appris avant de partir en Palestine, en Israël, si vous voulez, je parlais comme, j'ai appris le français comme je parlais comme maintenant, pratiquement, et donc je suis revenu en France pour faire mes études, pour passer, mais j'avais 25 ans, voilà. C'est pas facile d'essayer de rentrer la vie dans 25 ans, mais on le fait. Il suffit de le voir et d'avoir un but pour y arriver. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si pendant vos années en camp, vous avez eu l'occasion de discuter avec des nazis et si vous avez pu nouer des relations avec certains d'entre eux. Est-ce que tu as pu, quand tu étais dans le camp, parler avec des nazis? Est-ce que je peux Parler avec des nazis? avec des nazis? Non, pas du tout. Vous croyez qu'on pouvait parler? Non, on était considérés comme des sous-hommes, des inexistants. On était là que bon pour travailler, faire un travail qu'il faut, c'est tout. Mais on ne pouvait pas discuter avec des nazis, c'était impossible. On va prendre une dernière question avant d'arrêter. Bonjour monsieur. Je voulais savoir si durant votre période dans les camps, vous avez eu des souvenirs heureux. Est-ce que tu as eu des souvenirs heureux dans les camps? J'ai un souvenir de quoi? Heureux dans le camp. De quoi? Heureux dans le camp. Est-ce que tu as eu un souvenir heureux dans le camp? Heureux? Ouais. Non, à vrai dire, non. Pas du tout. La seule chose qui pouvait, c'est que quand vous bénéficiez d'une parole, d'une aide, vous avez une certaine reconnaissance à la personne qui vous a donné cette parole ou cette aide. Je peux vous dire, à Buchenwald, quand je suis arrivé après la marche de la mort et ce voyage dans les wagons découverts, j'avais les 2 pieds gelés et j'en souffrais beaucoup. Eh bien, on m'a envoyé à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'avait dit qu'il fallait me couper les 2 pieds parce que j'avais un début, enfin, tous les orteils étaient gelés et on m'a expliqué qu'il fallait me séparer, m'opérer de 2 pieds. J'ai refusé parce que je pensais que si je subissais une opération, j'étais mort. Et donc, je m'y suis sauvé de l'hôpital, je suis revenu dans mon bloc
Et là, on m'a demandé qu'est-ce qu'on m'a conseillé, j'ai raconté, et c'est là qu'un déporté m'a donné un conseil en disant qu'il fallait que je trempe mes pieds alternativement dans de l'eau froide et dans de l'eau chaude. Ça risquait de me soulager un peu de mes douleurs. Et grâce à ces conseils, les autres déportés, que je ne connaissais pas d'ailleurs dans le blog, se sont mobilisés très rapidement pour me trouver 2 grandes boîtes de conserve dans lesquelles ils ont mis, dans l'une, il y avait de l'eau froide par la neige qui était dehors. On était en janvier 1945, la neige qui était fondée, la neige qui avait de l'eau froide, et de l'eau chaude qui était chauffée dans une espèce de four qui existait dans le bloc où nous étions. Et donc j'avais à ma disposition de l'eau chaude, de l'eau froide. Dans les demi-heures qui a suivi, le conseil qui m'a été donné. Vous savez, c'est très, très appréciable quand on vous conseille quelque chose et que vous voyez d'autres déportés, ils se démènent pour vous permettre de bénéficier de cela. Et c'est grâce justement à ce traitement que mes pieds allaient un peu mieux et que je pu me dispenser de l'amputation. Voilà. Et j'ai gardé des séquelles douloureuses de ces pieds gelés pendant 40 ans. Et alors, vous savez, il y a des médecins très savants qui se prononcent sur les séquelles que nous pouvons avoir de telles maladies ou de telles opérations. Et il vous dit au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans, il vous dit d'écouter, ça sont des séquelles que vous allez garder toute votre vie. Et puis donc, il faut vous habituer avec. Et moi, j'étais aussi avec cette pensée en disant, j'ai des séquelles de mes pieds gelés de 1945, et par conséquent, je vais mourir avec, et tant pis, il faut que je fasse avec. Chaque hiver, il fallait que je mette de bouillotte d'eau chaude dans mon lit pour chauffer mes pieds, mettre des chaussettes spéciales, enfin, en laine et tout. Eh bien, détrompez-vous, tous ces médecins savants dont soi-disant je faisais partie, eh bien, c'est nul, parce que 40 ans après, 40 ans, j'ai gardé des séquelles douloureuses de mes pieds pendant 40 ans, mais seulement quand je me suis mis à courir à l'âge de 50 ans, 3 ans après, premier marathon d'ailleurs, j'avais les pieds chauds. C'était fini, mes séquelles étaient guéries. Le fait d'avoir fait une activité sportive spécifique pour mes pieds qui a permis une circulation d'appoint, si vous voulez, qui a pu surmonter les séquelles que j'ai eues par le gel 1945. Voilà. Donc vous dire que même les séquelles, on ne peut pas dire c'est définitif. C'est guérissable aussi. Il est formidable. Juste 2 choses. Je sais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres questions. Je reviens sur ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, il m'a interrompu. Quand ils ont été libérés le 11 avril 1945, il m'a raconté, donc les Américains découvrent la situation, c'est terrible, et il y a quelques nazis dans les camions de prisonniers, et il leur donne, à lui et ses camarades, une mitraillette en leur disant « Vengez-vous si vous voulez ». Et il n'y en a aucun qu'à tirer. Alors il m'a dit, même si vous ne le redirez pas, je ne dis pas qu'on ne leur a pas donné quelques claques en passant. Bon, d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que leur vengeance, ils ne l'ont pas tournée vers du mal. En fait, moi, c'est ce que je trouve extraordinaire chez lui et tous ses camarades. C'est qu'après la guerre, ils ont cru encore en l'homme. Il a aimé, il s'est marié, il a eu une famille, des enfants, des petits-enfants. Et je trouve que c'est formidable. C'est formidable parce que nous, quand on a des soucis... Ouais. J'ai bien compris ce que tu as dit, c'est tout. C'est comme ça, parce qu'il parle très vite. Il avale la moitié des mots. Bon, mais je finis. Juste, je vais vous dire. Vous voyez, c'est ce qui est extraordinaire. C'est qu'il ne s'est pas enfermé. Et quand Boris Cyrulnik, qui lui a été ce qu'on appelle un enfant caché, qui a dû se cacher pendant la guerre, il a créé le concept qui existait sous un autre nom de résilience. Pour moi, et le docteur Buzyn l'incarne parfaitement. Il a pu aimer, vivre, et sa vengeance, c'est sa vie. En fait, il existe,
il a transmis, il a eu des enfants, des petits-enfants, il aura des arrière-petits-enfants, et il peut échanger avec vous. En tout cas, il est formidable, et je reprends ma conclusion, s'il veut dire un petit mot après, de manière, il fait ce qu'il veut, donc il fait ce qu'il veut. Mais vous voyez ce qu'il vous a raconté en 15 secondes. Un jour, donc il est médecin, plutôt célèbre, et un jour, un médecin lui dit qu'il a un problème cardiaque, qu'il doit absolument faire du sport. Alors il commence à tourner autour du jardin du Luxembourg 5 minutes. 5 minutes, pas plus, il ne peut pas courir plus. Et puis chaque jour, il augmente un peu. Mais comme c'est un obstiné, parce que je pense que pour survivre à Auschwitz, il faut être obstiné de la vie, chaque jour, il tourne 5 minutes de plus. Jusqu'à ce qu'un jour, il fasse le marathon. Et il a fait... combien tu as fait de marathon? Combien tu as fait de marathon? Combien tu as fait de marathon? 7 marathons, vous vous rendez compte? Alors maintenant, il va vous raconter ces 7 marathons. On y va. Je crois que j'en ai parlé dans mon livre que j'ai sorti, j'avais 15 ans. J'ai accepté, j'ai essayé d'écrire quelque chose il y a 20 ans. J'ai arrêté en milieu, ça a été trop douloureux. Et c'est dernièrement, il y a 2 ans, mes petits-enfants surtout ont insisté beaucoup que je laisse quelque chose d'écrit. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon livre de poche qui s'appelle « J'avais 15 ans, vivre ». C'était ma première période de 0 à 11 ans. Survivre à la deuxième période qui était la période de la Shoah, de la guerre mondiale. Survivre et ensuite revivre. Et cette troisième partie, elle continue encore un peu. C'est tout. Je ne sais pas combien de temps, mais elle continue, c'est tout. 120 ans. On peut le féliciter.